Merci beaucoup, Fadwa. J'ai décidé de prendre le micro sans fil, désolé pour les techniciens, je ne l'avais pas avisé. Vous savez, ceux qui me connaissent, je suis un peu interactif, puis comme il y a la moitié de la salle que je peux nommer, Donald, Mathieu, ça va Fanny, bonjour Michel, j'ai mon ancien directeur de maîtrise en arrière, salut Stéphane, et Marc Deconinck en avant, personnalité de la Ville de Québec. Aujourd'hui, je vous aborde la Ville intelligente sous l'angle de l'expérience citoyenne. Je suis bien mal sur le stage. Ah, c'est mieux comme ça. Je suis le même. Au niveau de l'expérience citoyenne au cœur de la ville intelligente, qu'est-ce que c'est? On va explorer ça un peu et pourquoi c'est important dans le cadre d'une ville intelligente de penser à l'expérience citoyenne, l'expérience usagée, qui, dans la salle, à main levée, est familier avec les concepts de UX. Si je dis le mot, l'acronyme UX, bon, c'est sûr que Baptiste allait lever la main. OK, excellent. Donc, on va avoir un peu à expliquer ça. Mais avant tout, je veux me présenter et ça, c'est la chose la plus importante que vous allez entendre de la journée. Je suis un fan fini des Bears de Chicago. Donc, si vous avez quelque chose à retenir dans ma présentation, c'est Pierre-Luc, fan fini des Bears de Chicago. Je suis conseiller municipal de Saint-Roch-Saint-Sauveur, vice-président du comité exécutif. Dans le test des personnalités, sans surprise pour la majorité d'entre vous, je score dans le cadran commandant, les NTJ. Je suis quelqu'un, puis là, tout le monde se demande pourquoi tu as une photo avec les deux mains qui ont l'air de faire mon Dieu, Pierre-Luc, tu as de l'air exaspéré. Non, c'est que j'aime ça attraper des opportunités et les amener ailleurs. Mes amis depuis l'enfance me comparent au super-héros Human Torch parce qu'il paraît que je suis un peu hyperactif et j'aime beaucoup bouger. Et je viens du milieu du numérique. J'ai été avant directeur général de Québec numérique, de là l'expression la photo avec les licornes. Et pas que je me rêvais des licornes, pas que je crois à des projets irréalisables, mais au contraire, quand j'ai fait plusieurs présentations de la Ville de Québec, quand je me promenais beaucoup à l'international, j'exprimais que Québec, c'était une licorne dans le monde. C'est un endroit unique où on est capable de se donner ensemble une mobilisation pour se pousser puis de relever les défis. Donc, c'est souvent une image que j'utilise pour parler de Québec. Philosophie d'une ville intelligente. On va parler un peu des concepts maîtres de ce que c'est une ville intelligente. Vous allez voir, et ça va nous faire évoluer vers l'expérience citoyenne. Donc, une ville intelligente. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a une définition claire, nette et précise et unique de ce que c'est une ville intelligente? Si vous l'avez, il y a de fortune à faire en termes de livres dans le concept. Et moi, j'ai fait une maîtrise un peu là-dessus. Stéphane l'a corrigé. Et on est arrivé à la conclusion qu'il n'existe pas une définition unique de ce que c'est une ville intelligente. C'est plusieurs concepts, par contre, qui se recroisent à travers la littérature. Et vous en avez les 5 maîtres et comment ça se décline dans une ville. Donc, c'est quoi les concepts maîtres? C'est quoi? Il faut que la ville soit durable. On parle d'environnement, on parle d'eau, on parle d'énergie, mais on parle aussi de développement économique. C'est le fun d'avoir un milieu, un territoire qui est vivant, qui est protégé, mais il faut qu'économiquement, les gens aient quelque chose à faire dans la ville. Parce que si la ville n'a pas de vitalité économique, bien, ça fait des villes un peu fantômes. Il faut que l'innovation soit durable. Et est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire compétition? Vous êtes incroyablement en feu ce matin. C'est incroyable. Un essai. Deux organisations qui sont en compétition, mais les mutualiser pour faire un meilleur bien, un meilleur impact sur le territoire. Bingo. Bingo. Des organismes, des organisations qui peuvent être en compétition, qui décident de collaborer. Et ça aussi, ça définit Québec. On est tellement un milieu que les PME sont capables de se parler. Et je le disais lorsque j'organisais le Web à Québec, j'allais voir tous les compétiteurs qui développaient, des entreprises qui développaient des sites web, puis je leur disais, on va se mettre ensemble, puis on va faire que tout le monde apprenne à devenir meilleur par des conférences. Mais c'est quoi? Bien, c'est ça la compétition. C'est d'être capable de unir, de voir ce qui nous unit, puis d'être capable quand même d'avoir sa saveur distinctive. Une ville intelligente, c'est une ville inclusive. C'est une ville qui a une mobilité intelligente, qui la voit différemment, qui ne pense pas juste en termes de transport de véhicules, mais bien en termes de transport de personnes. C'est une ville qui fait place à l'accessibilité universelle. Et là, j'ai mon collègue Claude et ma collègue Véronique qui sont très intéressés à la Ville de Québec sur ce sujet-là. Mais pour nous, c'est au cœur de ce que doit être réfléchir à l'aménagement d'une ville pour être inclusive, c'est de penser à l'accessibilité universelle.
c'est des modes de vie. C'est de faire comment nos gens, entre eux, tissent des liens et s'entraident, comment on fait l'éducation au niveau de la communauté. C'est inclusif, ça inclut l'habitation. Hein? Si on laisse des gens derrière et on ne pense pas comment ils se logent en tant que ville, on a un problème dans l'inclusivité. Une ville intelligente, c'est une ville créative, une ville qui va passer par son innovation sociale et technologique. Donc, ce n'est pas juste d'avoir de l'innovation numérique, c'est d'avoir de l'innovation sociale et de la mettre au cœur de son processus de création. C'est une ville qui sait mettre de l'avant la culture, le patrimoine. Et ça, à Québec, je peux vous dire qu'on est extrêmement choyé avec tout ce qui nous entoure. C'est une ville qui sait être apprenante, qui a une communauté, qui a des liens tissés, qui a un vivre ensemble, qui a une solidarité, qui a une empathie. C'est une ville où on va mettre au cœur l'expérience citoyenne. Donc, vous allez voir comment on le fait. Et c'est une ville qui sait être humble. Et là, ça, pour les fonctionnaires dans la salle, je sais que vous allez dire, mon Dieu, puis il y en a qui parlent d'être humble en tant que ville. Vous allez voir un peu comment ça se détaille. Mathieu m'a déjà entendu parler de ce concept-là, mais c'est de voir qu'en tant que fonctionnaire, en tant que professionnel, on a une expertise, mais c'est de reconnaître aussi l'expertise des citoyens. C'est une ville qui sait être saine dans sa gouvernance, donc la participation publique, la participation démocratique, qui sait collaborer avec les partenaires. C'est une ville qui sait mettre au cœur de sa réflexion la santé durable, parce que, on le sait tous, les villes ne sont pas responsables de la santé au Québec, contrairement à d'autres endroits en Europe ou même aux États-Unis. Mais on a une responsabilité qui s'appelle la santé durable. Ben, c'est quoi? Ben, c'est de penser des aménagements, par exemple, pour la mobilité active. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand les gens sont actifs, ben, le niveau d'embonpoint risque d'être moins présent. C'est une ville qui s'est fait la place au sport et aux loisirs. Ville intelligente selon Québec. Je vous ai mis 4 petits items ici et un processus de valeurs qui les unit. C'est quoi la ville intelligente de Québec? C'est des citoyens et des citoyennes en santé sur un territoire en santé en plaçant l'humain au cœur de l'innovation sociale et technologique. C'est une ville qui sait créer un écosystème vivant entre, oui, les différents départements de la ville, mais avec ses citoyens, avec ses universités, ses centres d'enseignement, avec ses entreprises, avec ses industries, et qui sait d'établir un dialogue. Souvent, la ville, dans le passé, a été en mode monologue. Nous, on veut ça. Nous, on fait ça. C'est comme ça que ça marche. On développe la rue comme ça. C'est le même que ça va fonctionner. On sait comment ça marche, mais c'est plus ça aujourd'hui. Une ville, c'est un dialogue pour stimuler l'engagement des citoyens. Citoyens, comme on dit, ça peut être des individus, ça peut être des entreprises, mais il faut que les gens se sentent engagés. Et ça tombe bien parce qu'à la Ville de Québec, on le dit souvent, on a des gens qui sont fiers d'être à Québec. D'ailleurs, le niveau de fierté qui est mesuré par Léger est de 82 %, je pense, selon le dernier sondage qu'on a fait. Donc, ça va bien. Parlant de mesurer avec Léger, c'est une ville qui sait aussi mesurer et améliorer les processus décisionnels. Donc, l'idée, c'est quand on prend une décision, on ne fait pas juste dire « Ah, la décision est prise, c'est terminé », mais il faut mesurer les impacts pour être capable de s'améliorer. Améliorer la santé durable, il manque un petit espace, excusez, et la cohésion sociale pour les citoyens de notre territoire, j'en ai parlé un peu, c'est de toujours être capable de mettre en place une réflexion qui dit comment ça fait que nos citoyens vont être plus en santé. En 2018, on a participé à un défi des villes intelligentes à la Ville de Québec et on s'est rendu compte que les gens de la basse ville avaient une espérance de vie de 8 ans de moins que les gens de la haute ville. C'est plus qu'inacceptable. Il faut agir. Il faut agir comment? C'est quand on le fait encore cette année. La vision de la mobilité active est un exemple. On a parlé de la qualité de l'air souvent dans Limoilou. Il faut s'interroger à la grandeur de la ville sur les impacts. On va s'interroger lorsqu'on fait des aménagements sur comment ces aménagements-là vont réduire les îlots de chaleur. Le fait d'avoir des îlots de chaleur, ça a un impact sur la santé des gens. Donc, c'est tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte pour faire qu'une ville intelligente existe à Québec. Et à travers ça, il faut être, comme je le disais, inclusif, équitable, humain et humble. Vous allez voir, humble revient encore plus loin dans le PowerPoint. Bonjour, Anne.
Tu faisais attention, hein? Bel essai. Qu'est-ce qu'une bonne expérience usagée? Est-ce qu'il y en a qu'on disait dans la salle qui ont un téléphone intelligent? Dans la salle, oui. Oh, on a plus de 3 personnes dans la salle qui ont des téléphones intelligents. Vous allez voir, c'est une nouvelle technologie, ça rentre au bout, ça va être incroyable. Une expérience usagée, vous l'avez à chaque fois que vous ouvrez votre téléphone et que vous ouvrez une application. Les applications que vous utilisez le plus sont celles qui, normalement, ont les expériences usagées les plus intéressantes. C'est elle qui fait que c'est facile à utiliser, vous vous retrouvez, puis vous n'êtes pas en train de regarder votre application, puis vous dire hein, comment ça marche. Bien, ce concept-là se répercute à travers l'ensemble de la vie. Un citoyen, pour avoir une bonne expérience usagée, bien, il faut qu'il soit capable de comprendre les informations qui lui sont communiquées. Par exemple, prenons un permis à la ville, une demande de permis à la ville. Hein? Vous voyez, déjà, je pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire des rénovations cette année. Est-ce qu'on prend un témoignage? C'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas nécessairement toujours digeste, c'est pas. Mais c'est riche. Il y a de l'information, il y en a pour faire des demandes de permis. Mais reste que c'est un processus dans lequel les gens s'engagent pour réussir à obtenir leur permis, mais il faut que ce soit quelque chose d'agréable. Je fais une petite pause et je vais poser la question suivante. Qui, dans la salle, pourrait me donner la définition de ce que c'est un service? Pas vous, vous avez déjà répondu une fois. Vous êtes combien de fonctionnaires et vous n'avez pas me définir service? On va avoir un petit talk tantôt à la ville, là, gang! Un service. Il peut être public, il peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qu'un service? Je vais commencer à pointer des gens. Quelque chose qu'on souhaite obtenir. C'est bon, ça. C'est une bonne base. C'est une chose qu'on rend? Oui. En fait, quand on offre le service, effectivement, c'est quelque chose qu'on rend. Un service peut aider à aider quelqu'un, absolument. Une réponse à un besoin. Ouais, non, mais ça, il ne va pas là, Stéphane. On ne va pas là. On va pas là. On va pas là. On va pas là. Oui, non, mais je sais, mais c'était. Non, c'est pas bon, ça. Un service, je vais vous dire la définition la plus niaiseuse, mais qui regroupe tout ce que vous avez dit, qui sont d'excellentes pistes. C'est quelque chose qui permet d'obtenir quelque chose. Ça peut être un service au restaurant, ça peut être un service qu'on donne en tant qu'unité administrative, ça peut être un service d'aide pour permettre d'avoir accès à quelque chose. Donc, un service, c'est quelque chose qui permet d'obtenir quelque chose. Souvenez-vous-en, ça va vous servir toute votre vie par la suite. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne expérience usagée dans un service? Bien, c'est ça, c'est des informations digestes. C'est un processus optimisé et agréable qui permet de garder l'utilisateur engagé et de lui assurer une rétroaction. Un mauvais service, quand des fois on a des citoyens, des gens qui nous parlent, puis on ne leur donne pas de rétroaction, bien, ça n'aide pas à augmenter l'expérience usagée. Puis par la suite, bien, ils deviennent un peu à dire ah, mais là, je n'ai pas eu la réponse, je n'ai pas eu le retour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Prenons l'exemple du magnifique 3.1. Qui a l'application 3.1 sur son téléphone? On commence à l'avoir. Ceux qui ne savent pas qu'on a une application 3.1 à la Ville de Québec, ça peut exister. Je vous invite à aller sur votre téléphone à la fin de la conférence, faire 3.1 Ville de Québec dans votre App Store ou votre Google Store. Vous allez découvrir une nouvelle façon d'interagir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec la Ville de Québec. Mais un des éléments qui nous avait été souligné, qui était important à améliorer, puis Mathieu est au courant, c'est comment la rétroaction se fait. Parce que les citoyens nous présentent des problématiques, nous envoient des photos d'un nid de poule, par exemple. Mais si on leur revient jamais qu'on a pris en charge la problématique et qu'on est en train de régler le nid de poule, le citoyen, bien, il n'est pas content. Une bonne expérience usagée permet l'atteinte d'objectifs et la création de valeur, autant pour l'organisation que pour l'utilisateur qui en a besoin. Très important. Souvent, quand on pense régler un problème, on pense en fonction de notre interne, de notre service, de notre unité administrative, de notre organisation Ville de Québec, de notre organisation Ville de Joliette et autres. Et on oublie que finalement, on est supposé de faire ça pour le citoyen. Fait qu'on développe des super systèmes avec des schémas de processus exceptionnels.
Mais on se dit, on oublie souvent, est-ce que le citoyen va suivre ce schéma-là? Est-ce que c'est simple pour lui? Est-ce qu'il y a une navigation simple et intuitive qui va se faire à travers ces différentes étapes pour obtenir, par exemple, le permis? Si on prend le permis, si l'étape commence en mars 2021, puis rendu en avril 2023, il n'y a pas encore son permis, il y a un problème. C'était pas simple, c'était pas efficace, puis que là-dedans, il y a eu 23 actions avec la ville. C'est sûr que le chemin n'était pas clair. Donc, il y a peut-être des choses à améliorer. Les villes doivent s'ajuster à l'expérience citoyenne souhaitée. Les besoins citoyens. Encore là, on en parlait tantôt, les mettre au cœur de notre développement. Puis c'est quoi? Des exemples de besoins de citoyens, bien, ça peut être une livraison de services municipaux dans les meilleurs délais, gestion des ordures. Combien de plaintes on reçoit dans les villes quand les ordures passent le lendemain de la journée qu'ils sont supposés de passer? Les gens au 3 à 1 reçoivent des flots d'appels sans fin. Les ordures ne sont pas passées, vous n'avez pas ramassé. Service de base, mais s'il n'est pas réalisé selon ce qui est attendu, on perd le contrôle. Même chose pour le déneigement, et en tant que responsable du déneigement, je peux vous en parler longtemps. Les citoyens ont besoin d'un accès facile à de l'information juste, claire, simple et fiable. Donc, lorsqu'ils prennent de la documentation qui vient d'une organisation, que ce soit une ville, que ce soit une entreprise et tout, il faut toujours que ce soit clairement simple et fiable. Il faut qu'il y ait une reddition de compte transparente de la part de la ville. Ils s'attendent, les citoyens, à ce que la ville ne cache rien de ce qu'elle fait, de ce qu'elle sait. Les citoyens ont besoin d'un milieu de vie agréable, sécuritaire et durable. Sinon, ils vont déménager et je peux vous dire que votre base de taxation foncière va en prendre un coup. Et les citoyens ont besoin de contribuer à la qualité de leur milieu de vie. Et ça, probablement que cette dernière ligne-là n'aurait pas été là en 1982, mais aujourd'hui, en 2022, elle est au cœur même de ce que c'est une ville. Les citoyens ont une intelligence de leur milieu et on a un rôle de les mettre à profit parce qu'eux ont faim de le mettre, cette intelligence-là, quand on développe des projets. Puis pour ceux qui ont déjà développé un concept de piste cyclable dans une ville, vous savez que si vous arrivez en présentation et vous dites « la piste cyclable, finalement, ça va être de même », et que vous n'avez pas consulté, vous n'avez pas pris la peine d'interroger le milieu au début, ça risque de moins bien passer. On a déjà fait l'erreur dans le passé. Donc, pour y répondre, la ville doit offrir des services qui sont simples à trouver, utiliser, comprendre, qui répondent aux attentes des besoins citoyens. On en a parlé. Un service, c'est quelque chose qui permet d'obtenir quelque chose. Et si on ne l'obtient pas, on n'est pas heureux. La ville doit actualiser sa façon de communiquer. Souvent, on procédait à la communication à la ville. On va faire un communiqué de presse. Puis là, je vais vous donner un exemple ce matin. On s'est rendu compte qu'on a un problème avec l'application Copilote. Tout le monde connaît l'application Copilote là, pour payer les stationnements et tout. On s'est rendu compte qu'on avait une problématique. Fait que la première chose quand j'ai obtenu l'information du service qui me disait « Hey Pierre-Luc, on a une problématique », j'ai dit « Parfait, je veux un message sur Facebook, pas Twitter, Facebook. Personne n'est sur Twitter. Les gens normaux ne sont pas sur Twitter. OK? Première chose de base. Si vous communiquez par Twitter, c'est de la merde. Donc, communication en temps réel, j'ai dit, ça nous prend un message rapidement sur les médias sociaux que les gens vont être capables de capter, qui déclare le problème et qui permet de au moins leur dire on est au courant de la situation. Parce que les gens, eux, sinon, ils vont les utiliser les médias sociaux et ça va partir. Et là, on perd un temps fou en rattrapage. Donc, il faut que l'information soit simple et qu'elle puisse permettre d'avoir une rétroaction. Donc, par exemple, un post Facebook, ça peut être une façon de faire, mais il faut être capable d'engager la conversation avec les gens. Il faut augmenter la transparence et la reddition de compte sur les actions et les projets. Ça, c'est toujours parce que sinon, on se retrouve encore une fois à être obligé de répondre à des demandes. Puis quand on répond à une demande, c'est que nécessairement, il y a des fois des formes d'insatisfaction. Puis à partir du moment où il y a une forme d'insatisfaction de la part du citoyen, on part avec 2 strikes. Donc, il faut être capable de plutôt travailler, amener la proaction. Une ville, pour y répondre, doit stimuler les citoyens envers les défis collectifs. Exemple, le développement durable. On en fait une priorité à la Ville de Québec. On fait un paquet d'actions. On débute la biométhanisation, par exemple, dans la Haute-Saint-Charles. Qui vient de la Haute-Saint-Charles dans la salle? Avez-vous reçu vos sacs mauves et votre bac? Pas encore? Ça va venir. Ça va venir.
Mais toute la ville va les recevoir. Ben, tu sais, c'est le fun si tout le monde a un bac et des sacs mauves. C'est encore plus fun si le monde l'utilise puis qu'on est capable de réussir, justement, à amener les gens à faire une bonne utilisation. Parce que s'ils le prennent puis ils le mettent dans le fond d'une armoire, on n'est pas plus avancé. Fait que la ville a un rôle de stimuler la population envers les défis collectifs. Et finalement, la ville, pour y répondre, ben, doit démontrer aux citoyens qu'elle entend leurs besoins et qu'elle s'ajuste dans les façons de faire. Transformer les services municipaux par l'expérience usagée, c'est quoi? Et là, je vais donner en premier lieu l'exemple d'un projet que Mathieu porte dans la salle. Bien, on a créé à la Ville de Québec un laboratoire de design thinking au profit de l'ensemble des services de la Ville de Québec. Donc, Mathieu, tu peux lever la main parce qu'il y a des collègues qui ne savent pas que c'est toi le porteur. Donc, on a un laboratoire et... Ah, j'ai oublié de demander. Qui dans la salle sait c'est quoi du design thinking? On a un peu. Beaucoup de gens ne savent pas. Donc, Claude prend note quand on parle de design thinking. Il faut expliquer le design thinking. Donc, le design thinking, c'est un processus qui a été développé fin des années 90, début des années 2000. Ben, en fait, il était avant, parce que sinon Stéphane va me chicaner. Ça a été développé avant, mais ça a pris vraiment son envol fin des années 90, début des années 2000, où l'objectif est de mettre l'humain au cœur du processus d'innovation et au processus de répondre à un projet. Donc, ça se passe comment? Au début, il faut mettre l'utilisateur, il faut aller faire preuve d'empathie avec l'utilisateur. Donc, il faut aller voir c'est quoi son besoin, le comprendre, l'accueillir. Ensuite, il faut définir avec l'utilisateur son besoin. Donc, parce que lui, il peut dire je veux aller plus vite au point B. OK, tu veux aller plus vite au point B dans la ville en marchant, à vélo, en auto, en trottinette. C'est quoi ton. Fait que là, on définit le besoin avec lui. Ensuite de ça, ben, c'est de faire de l'idéation avec l'utilisateur. Donc, comment on va résoudre le problème ensemble. Et ça, c'est au cœur de ce que doit faire une ville, parce que quand les gens, les citoyens sont partie prenante d'un processus, nécessairement la contestation diminue. On le voit très clairement. Donc, plus vous mettez les gens à profito, mieux ça marche. Ensuite, ben, c'est de faire le prototype de la solution et d'aller la tester le plus rapidement possible et de ne pas arriver seulement avec une solution finale à ce moment-là pour être capable de faire des ajustements et ensuite implanter la bonne solution finale. Donc, vous avez un cours d'atelier de design thinking. Ça fait normalement 800 $ la formation par personne. Je devrais faire de l'argent aujourd'hui en vendant ça. Développer un système de captation de projet par l'interaction citoyenne. Donc, il faut que la ville, pour transformer l'expérience usagée, bien, il faut qu'elle soit capable de prendre les besoins des citoyens. Il faut aussi, comment on transforme les services municipaux par l'expérience usagée, bien, c'est bonifier le rôle des élus en pré-mortem de projet et en captation de besoins de la communauté. Les élus dans la salle, vous le savez, on est comme des antennes sensibles de notre communauté. Bizarrement, on va faire notre épicerie et en achetant des champignons, quelqu'un vient nous parler de ses problèmes avec l'aqueduc, l'égout et autres choses. Donc, entre 108 discussions que vous avez en marchant dans les allées d'épicerie et autres rencontres que vous pouvez aller avoir en allant souper au restaurant, puis que vous attendez dans la file d'attente puis quelqu'un vous reconnaît, bien, il y a une captation de besoins qui se fait. Et ça, on a un rôle en tant qu'élu d'être capable de le ramener au sein de notre organisation pour ajuster et transformer les services municipaux par l'expérience usagée. Pourquoi? Parce que quand les jeunes nous communiquent, bien, ils nous communiquent leur expérience et comment ils veulent améliorer les choses. Il faut établir des nouveaux processus de communication et de collaboration entre les acteurs par l'approche omnicanale. J'en ai parlé tantôt. Par le passé, la Ville parlait par communiqué de presse, puis parlait, c'est un grand mot, monologuait par communiqué de presse. Aujourd'hui, il faut voir comment différents moyens peuvent être mis à profit pour engager notre citoyen. Les médias sociaux en sont un, mais il faut aussi être capable d'adapter notre discours au réel. Changer la culture, et là, ça, c'est toujours un travail sur le long terme. Bien, créer ou modifier des indicateurs clés de performance, KPI, établir des nouveaux tableaux de bord publics. On a d'ailleurs fait une annonce avec Claude la semaine passée qu'on a fait ça. Déjà, ça passe vite. Hein? La semaine passée, à la Ville de Québec, pour permettre aux gens de mieux voir certains indicateurs clés de performance, les tableaux de bord, et d'être capable de donner en temps réel un suivi aux gens. Changer la culture, ça veut aussi dire instaurer des équipes de projet en planification autant qu'en opération, selon les critères d'équité, de diversité et d'inclusion.
Si on développe des équipes de travail et on est 6 hommes blancs de 40 ans en forme, on va avoir une solution qui va être en considérant 6 hommes blancs de 40 ans en forme. Si on met Michel autour de la table, qui est en situation de handicap, ça se peut qu'il nous dise « Hey gang, c'est le fun vos poteaux pour la sécurité là, mais moi, mon fauteuil, il passe pas. Fait que je suis pogné dans la rue, je suis pas capable de traverser le trottoir. » C'est des éléments ultra importants et pour les plus geeks d'entre vous, j'imagine que vous avez entendu parler des dérives de l'intelligence artificielle qui, à force d'être toujours programmée dans les mêmes patterns, c'est une situation qui s'est passée à New York. Ils ont commencé à introduire de l'intelligence artificielle pour essayer de favoriser les patrouilles des secteurs les plus problématiques. Et à force de faire que l'intelligence artificielle s'est développée, et techniquement, elle apprend. L'intelligence artificielle est devenue à faire du profilage de secteurs. Et les policiers de New York intervenaient juste dans certains secteurs problématiques puis oubliaient de faire le reste du travail. Donc, c'est le genre d'éléments sur lesquels il faut mettre en place, même quand on programme, comment on fait on intègre dans la programmation des critères d'équité, de diversité, d'inclusion. Intégrer la science comportementale dans l'élaboration de projets versus les sciences appliquées. Sciences appliquées, mathématiques, ingénierie, physique. Sciences comportementales, les émotions, les gens. Prendre le temps de comprendre comment les gens fonctionnent. L'interaction sociale, le dialogue, les peurs. Comment notre projet permet de régler ces problématiques-là. C'est très fort. Et souvent, dans les projets, puis je vais reprendre encore, désolé pour les gens de l'ingénierie qui sont dans la salle, souvent, on est arrivé à la ville avec une proposition de dire « Ah, on refait la rue, on ouvre la rue, on change les égouts, on change les aqueducs, on refait la rue as-built, comme elle était faite. Ça coûte pas cher, c'est vite fait, tout le monde sait comment faire, les mesures sont déjà là, merci, bonne journée. » Ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Chaque fois qu'on fait une amélioration, il faut être capable de dire est-ce qu'on peut profiter de ces travaux-là, par exemple, pour faire une amélioration dans le milieu de vie des gens? C'est quoi que les gens souhaitent avoir comme amélioration? Est-ce que c'est plus de verdure? Est-ce que c'est plus de place pour se déplacer à pied? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait une place pour les vélos? S'il y a une place pour les vélos pour rouler, est-ce qu'on mette un stationnement pour les vélos au bout parce qu'il y a 2-3 commerces, puis sinon, on va se ramasser avec juste une pile de vélos sur un coin de rue? La science comportementale, extrêmement important dans le changement de culture pour transformer les services municipaux. Développer l'humilité des experts. Je le verbalise avec un ingénieur, ça pourrait être n'importe quel professionnel, doit accepter qu'un résident possède des connaissances aussi importantes que les siennes. Souvent, on est arrivé justement à dire là, je ne sais pas de quoi il parle le citoyen, moi je suis un ingénieur, moi je suis un professionnel, j'ai étudié là-dedans j'ai un bac là-dedans, c'est moi qui sais comment ça marche. Puis maintenant. Oui, techniquement, on sait comment ça marche, mais oui, il faut considérer les humains dans la solution. Parce que c'est plus juste du technique. On traite avec de l'humain. Et de l'humain, c'est complexe. Réduire la tyrannie des moyennes. Ça, c'est très drôle. En moyenne, les gens marchent à 1,2 mètres secondes. Je marche présentement à 1,2 mètres secondes. Je traverse une intersection. J'ai 20 secondes parce que le feu a été programmé que je marchais à 1,2 mètres secondes. Michel, désolé de te prendre comme exemple, roule pas nécessairement à 1,2 mètres secondes. Une personne aînée ne marche pas nécessairement à 1,2 mètres secondes. Une maman avec une poussette puis qui traîne son enfant d'1 an et demi qui est en train d'apprendre à marcher un peu. Je ne sais pas si c'est à quel âge que les enfants apprennent à marcher. Je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas. Véronique, c'est à peu près 1 an et demi. Un petit peu plus bas. 1 an? 1 an. Bref, ne marche pas à 1,2 mètres secondes. Si on développe une ville en disant nous, on met 1,2 mètres secondes sur tous nos feux de traverse piétonne, on laisse nos extrêmes.
on expose nos extrêmes à des vulnérabilités. On fait que ces gens-là sont moins en sécurité, alors que techniquement, c'est eux qui ont le besoin d'être plus en sécurité. C'est extrêmement important. Si on ne fait que penser en fonction de la moyenne, on oublie ceux qui en ont besoin. Pensez-y, surtout dans l'atelier que vous allez vivre tantôt. Quelques exemples à Québec de comment on transforme les choses tranquillement, pas vite. Vous avez un petit prise d'écran d'un Miro qu'on a fait avec des citoyens et des citoyennes de Saint-Roch-Saint-Sauveur pour réfléchir comment les jeunes, pour avoir un milieu, les jeunes étant de 12 à 21 ans qu'on avait ciblé, pour avoir un milieu de vie plus agréable dans le secteur. Est-ce que ça peut être développer des parcs, des activités et tout? On était une douzaine de citoyens. Et ça, le tableau avec toutes les post-it que vous voyez là, c'est après 20 minutes d'atelier. Ce sont toutes les idées qui ont sorti parce qu'on était en mode création, puis on se disait comment on peut faire les choses autrement, comment on peut développer des projets. Une petite photo dans le centre de l'atelier de co-création qui a été faite dans le cadre de l'établissement d'une piste, d'une réfection de rue, qui résultait à une piste cyclable aussi, là, mais où les gens, on leur a demandé de dessiner la rue qu'ils souhaitaient. On amenait des objets là-dedans. Je pense que c'était avec toi, Dave, d'ailleurs, qu'on avait fait cet atelier-là dans le temps. Et un petit exemple aussi de comment on réussit les choses à Québec. On a dévoilé, je vous le disais tantôt avec Claude, la semaine dernière, un nouveau tableau de bord qui permet de voir certains indicateurs de satisfaction des citoyens. C'est un premier pas, d'ailleurs, qu'on développe, mais on va continuer à le pousser encore plus loin parce qu'on sait qu'une information vulgarisée, mais c'est une information que les gens comprennent et vont s'approprier par la suite. Maintenant, à vous de jouer. Vous allez faire aujourd'hui un atelier sur l'accessibilité universelle et voir comment la Ville peut intégrer au quotidien dans ses actions les principes d'accessibilité universelle. Voir comment on souhaite donner des lieux aux équipements, aux services, aux programmes et à l'information à l'ensemble des citoyens sans discrimination ni privilège, en toute équité, dans le respect des ressources humaines, techniques et financières disponibles. Et le défi, identifier, collecter, communiquer. Mais cet atelier, ça va être de l'innovation ouverte qui va permettre à la Ville et ses partenaires d'aller plus loin pour collecter de l'information et les rendre accessibles à toute la population. Et une petite chose à penser tout au long de la journée, 6 moteurs de satisfaction citoyenne. La compétence, la simplicité, la rapidité, l'accessibilité, les résultats, la protection des renseignements personnels. Quand vous développez, je sais, je t'ai copié, Mathieu, merci. Quand vous avez ça au cœur de votre développement, nécessairement, vous répondez aux attentes. Bon défi, mais avant, pour les maniaques de littérature, quelques suggestions lectures qui ont servi non seulement à construire cette présentation-là, mais qui me servent encore au quotidien quand on développe des projets à la Ville, quand on réfléchit des concepts. Inquiétez-vous pas, c'est disponible partout. Pour ceux qui veulent avoir ma version annotée, c'est disponible à la bibliothèque de la mairie. Donc, à la mairie, on a instauré une bibliothèque de connaissances où tous les élus qui passent par la mairie ont accès à des ouvrages qu'on se partage pour favoriser le partage de connaissances. Si vous n'avez pas ça dans vos unités, dans vos entreprises, dans vos organisations, je vous suggère d'en faire un. Ça sert énormément et par la suite, bien, ça permet de faire des belles présentations devant des publics aussi captivants. Passez une belle fin de journée toutes et tous. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, parfait. Oui, vous parliez de... On le sait que la ville intelligente peut avoir plusieurs définitions. Comment on peut avoir une vision pour le paquebot municipal qui un peu intègre tous les services puis qui se sentent concernés? C'est pas facile de faire justement bouger le paquebot, mais ça prend de l'ambition. Et ça prend une ambition qui est communiquée clairement à l'ensemble des marins du paquebot. Parce que chacun a sa responsabilité dans le paquebot, à faire avancer le paquebot, à faire diriger le paquebot, à faire que le paquebot a assez de combustible pour avancer, pour nourrir les gens, pour préparer. Mais tout ça reste que s'il n'y a pas personne qui donne clairement et qui répète clairement
toujours les objectifs de pourquoi on le fait, ça ne marchera pas. Donc, c'est d'être capable de faire que les gens, par un leadership, par un discours, réussissent à comprendre vers où on veut s'en aller et qui développent le réflexe de quand ils ont une action à faire, bien, ils savent en bout de ligne pourquoi ils le font et après ça, bien, les bons gestes, les bons réflexes s'implantent. Puis, le citoyen, son expertise, est-ce qu'elle doit être plus questionnée avant le projet, pendant, après, ou toutes ces réponses? En fait, comme les élus, toutes ces réponses. Okay. Toutes ces réponses, plus vite il est mis à profit dans un projet, parce que souvent, on arrive, des fois, on se fait présenter des projets, puis je vais donner l'exemple d'un petit parc. On dit, on va changer le module de jeu dans le parc. On ne pose pas la question, on a, je sais pas, 50 000 de budget, c'est facile, on appelle le fournisseur nous dit, tu as 3 modèles, choisis rouge, vert, bleu, puis OK, on prend le vert cette année, puis c'est ça. Mais c'est plus ça. Parce que si le module de jeu a été établi pour des 0-5 ans dans le temps et que maintenant on est dans une population qui a évolué puis qui est rendue à 7-12 ans, bien peut-être qu'on est, pour le 50 000 on est mieux de voir une autre option que de reproduire un module de jeu. Fait que si les citoyens sont mis à profit dès le début, ça évite que, bien, comme élu, on se fait présenter le projet, ben voici le module de jeu. Puis là, tu fais comme, ouais, mais ça reste. Vous avez travaillé combien de temps là, pour trouver ça? Là, parce que ça ne répond pas aux besoins du citoyen. Il faut qu'on recommence le processus. Personne n'est content dans la salle, là, parce que tout le monde est comme, ben là, nous autres, on s'en allait vers là. On était prêt à signer les documents là, pour l'appel d'offres. Puis là, tu fais comme, ben non, il faut recommencer. Fait que là, tout le monde a perdu son temps. Puis, alors que si on a mis le citoyen dès le début, ben, on est capable d'ajuster nos propositions de notre travail pour mieux livrer la marchandise. Puis, comment on fait, par exemple, dans les villes, là, vous avez plein d'enjeux, le transport, le logement, etc. Quand vous avez des dossiers de projets d'innovation, comment on fait pour ne pas juste paraître le weirdo geek, puis que nos projets n'aillent pas juste en dessous de la pile, puis qu'ils demeurent prioritaires, les projets de la ville intelligente, même si dans le day-to-day, le quotidien, c'est pas nécessairement ça? Bien, tantôt, quand je parlais des 5 thèmes un peu d'une ville intelligente, bien, c'est d'être capable, justement, quand on se fait présenter des projets et tout, de ramener ces thèmes-là au cœur des présentations. Puis si on y va juste dans une dynamique, ça c'est un projet ville intelligente, on ne réussira jamais. Jamais. Puis tu as absolument raison, il va être remis en dessous de la pile. Donc, c'est de venir apporter de l'intelligence. Dit de même, c'est un peu bizarre, là, mais apporter des composantes de ville intelligente à chacun des projets qui nous sont présentés. Et ce n'est pas un projet qui va tout régler. Mais c'est à chaque addition, parce que c'est ça le principe d'une ville intelligente, hein? C'est l'addition des concepts maîtres. C'est pas juste un concept maître, c'est l'addition des concepts maîtres qui fait que c'est intelligent. Et donc, bien ça, on peut en faire une petite partie dans chacun des projets. Et est-ce que la Ville de Québec, vous vous inspirez de certaines initiatives dans d'autres villes, Québec, Canada, Amérique du Nord, internationale? C'est quoi votre terrain de recherche? Ben, on recherche partout. Tu sais, je peux parler, par exemple, de la vision de la mobilité active, qui rejoint des concepts de ville intelligente. On est allé s'inspirer à Montréal, pour prendre la plus proche de nous, avec eux autres qui ont développé les réseaux Express Vélo. Ben, nous, ça nous a inspiré pour le réseau Vélocité sur l'établissement de nos corridors de circulation. Copenhague, par exemple, aussi pour être un exemple, on est allé chercher des modèles en France sur comment on devrait faire des abris pour permettre le stockage de vélos et sécurisé et différent. Donc, on va voir un peu partout. Puis moi, je me suis promené beaucoup en France dans le passé, Lyon, Nantes, Bordeaux. Chacun a des petites composantes qui nous permettent effectivement de s'ajuster et de s'inspirer. Bien, merci beaucoup, Pierre-Luc. Je prendrai avant l'atelier, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Oui, vous pouvez peut-être vous lever, dire votre nom, organisation, puis poser votre question. Sonia Bemel, Watershed Monitoring. Merci beaucoup pour votre présentation, très inspirante. En fait, moi, ma question, c'est un peu vous avez parlé de Saint-Roch, Saint-Sauveur, puis on voit depuis 30 ans comment que l'endroit change. Mais il y a encore des régions de la ville qui sont plus en périphérie, depuis les fusions comme le secteur de Val-Bélair, que je connais très bien, où on a tout développé, puis on continue à tout développer vraiment dans le contresens complet de tout ce que vous venez de présenter.
De quelle façon pensez-vous que vous allez pouvoir réussir de renverser la vapeur dans ce secteur-là, où ce qu'on parle plus d'une tyrannie des promoteurs, Oui. si je peux me permettre? Merci. Non, je comprends l'analogie. Elle n'est pas mauvaise. Ben, en fait, la ville a par différents outils, puis on peut l'avoir par les outils urbanistiques, ben, c'est de transformer comment on fait du zonage. C'est transformer comment on exige d'un promoteur de développer des nouvelles rues d'un nouveau quartier. À Val-Bélair, pour être passé souvent dans le secteur, les rues sont larges, pas de pistes cyclables, pas nécessairement besoin de stationnement sur le bord des rues parce que les gens ont une bonne allée. Mais comment on peut dire aux promoteurs, ben, pour ce nouveau secteur-là, la largeur de rue, ben, tu vas diminuer. Tu vas faire de la place à une piste cyclable. Au lieu de développer une unité par 100 000 pieds carrés ou 200 000 pieds carrés, je dis des chiffres en l'air comme ça, ben, on va travailler à avoir une densité plus grande. Donc, les lots vont être divisés de façon plus serrée. On va autoriser une typologie de bâtiment de type maison en rangée au lieu d'avoir juste de l'unifamilial. Donc, c'est par des processus réglementaires, c'est par des visions de l'habitation, par des visions de la mobilité active, c'est par des rencontres avec les promoteurs pour leur expliquer ce qui est souhaité pour éviter qu'ils développent eux autres aussi pendant 3 ans une grande tour de 75 étages. Et là, tout le monde fasse comme ouais, comment ça va fonctionner, cette tour-là, dans le paramètre urbain? Bien, c'est ça. C'est être capable de garder ces dialogues-là ouverts avec les promoteurs pour être capable, justement, d'adapter notre milieu de vie. Et par la suite, bien, pour un milieu qui est déjà implanté, c'est venir porter des correctifs. Donc, quand on implante des pistes cyclables, par exemple, dans un milieu urbain, bien là, c'est de mettre à profit les gens qui restent là pour qu'ils nous informent de comment ils circulent, c'est quoi leurs besoins, puis d'établir les meilleurs paramètres. Dans le milieu de Saint-Sauveur, par exemple, on a revu l'ensemble. Saint-Sauveur, qui est un petit quartier quand même de la Basse-Ville, comprend 72 zones de zonage. Mais on a étudié avec un groupe de citoyens chacune des zones de zonage sur comment on pourrait augmenter l'aire verte de chacune des zones et faire que les projets, lorsqu'ils se développent, si quelqu'un achète une maison et il dit « Ah, je veux agrandir la cuisine de cette maison-là », bien, il sache déjà ben, tu ne peux pas empiéter parce qu'il faut que tu maintiennes 15 % d'air verte dans le secteur. Fait qu'on vient encadrer par des règlements le développement. Bien, merci beaucoup, Pierre-Luc Lachance. C'était super intéressant. Le temps nous presse un peu. Il est temps de... Ben non, c'est parce que c'était trop donc, il est temps de commencer l'atelier d'innovation urbaine. Ceux qui sont inscrits, je vous inviterai à vous déplacer vers l'autre salle. Puis, les autres, vous pouvez répondre à une question Slido en attendant. Merci beaucoup. Merci.